Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints si nombreux pour explorer ensemble cette thématique du climat médiatique. Comment promouvoir une info positive? Alors vous savez peut-être que dans le milieu journalistique, on dit que l'info n'a pas à être positive ou négative, elle doit refléter le monde tel qu'il est. Cela étant, vous voyez comme moi, au regard des titres qui font la une souvent de nos médias, on peut constater un certain tropisme, un certain goût pour le négatif, qui parfois est ressenti comme anxiogène. J'ai regardé ce matin et hier matin les unes de nos différents médias. Vous aviez le choix entre 2016, la recrise dans l'expansion, le FN renforce son emprise sur toutes les régions dans le monde, ou encore impôts, chômage, la France bat le record du monde. Et on retrouvait dans la presse régionale le Courrier Picard, il tue sa femme avant de se suicider, ou encore Libération Champagne, agressé dans sa chambre pour un peu de liquide. Voilà, donc vous voyez, on a du chemin à faire sur la positivité des médias. Cela étant, j'ai noté dans le Maine Libre que la une du Maine Libre était « Quels sont les talents de la Sarthe en 2015 ?» Donc vous voyez, il y a quand même de l'espoir en matière d'information qui met en avant des talents, des choses qui bougent, des choses qui marchent. Et on parle à ce sujet de plus en plus d'informations, alors soit positives, soit dans le milieu journalistique, on parle davantage de journalisme de solution, journalisme d'impact ou journalisme constructif. C'est-à-dire, au-delà de la sémantique, qu'il s'agit de mettre en avant, de mettre la lumière non seulement sur ce qui ne fonctionne pas, sur les catastrophes, sur les difficultés qui sont réelles, et bien entendu, c'est notre premier rôle de journaliste de refléter cette réalité-là, de mettre la plume dans la plaie quand il le faut, mais aussi les raisons de croire en l'avenir et les raisons concrètes, les réponses, les solutions aux défis de société. Et ce qui nous intéresse particulièrement en ce moment, on l'abordera, c'est avec la COP21 les enjeux climatiques. Donc il s'agit de témoigner que le monde est dans cette tension permanente entre problèmes, solutions, difficultés et résilience. Il ne s'agit pas de voir le monde en rose, mais de dire que cette tension peut être créatrice. Et donc à Reporters d'Espoir, on travaille depuis 11 ans sur cette question et on a vu nos confrères journalistes s'intéresser de plus en plus à cette démarche. Il y a plusieurs explications à cela, on va y venir avec nos confrères ici présents. Donc la question qui nous est posée, c'est comment on peut amplifier ce mouvement. Déjà, comment il se caractérise, mais comment on peut l'amplifier, comment faire en sorte qu'il réponde à des attentes des lecteurs ou à nous de les devancer autrement. Quels sont les enjeux éditoriaux, mais aussi les enjeux économiques du journalisme de solution dans un paysage médiatique qui souffre globalement. Voilà, donc pour tenter de répondre à ces questions, d'en faire le panorama, on a la chance d'avoir parmi nous des acteurs qui figurent parmi les précurseurs et les pionniers d'un journalisme qu'on qualifiera d'alternatif, alternatif au regard de leur ligne éditoriale, de leur format, de leur sujet de prédilection, et non seulement alternatif, mais porteur de solutions, parce qu'ils analysent les enjeux contemporains, particulièrement les questions de durabilité, de transition écologique et économique, ou qu'ils veulent nous aider à comprendre le monde qui vient, à ressentir le monde qui vient, comme c'est le credo du journal Le 1. Donc ce sont des médias qui ne s'intéressent pas seulement à la crise et au monde qui tombe, mais aussi au monde en métamorphose et au futur et au présent possible. Donc pour vous les présenter, à ma droite Anne-Catherine Husson-Traoré qui dirige Novétique, conférencière également, experte des questions de responsabilité sociale et environnementale. Novétique, c'est à la fois le média référent du web sur l'économie responsable, mais c'est aussi un centre de recherche sur l'investissement responsable qui est particulièrement misé cette année sur les défis économiques et financiers posés par le changement climatique. Nous avons à ma gauche Anne-Sophie Novelle, journaliste, blogueuse, fondatrice de Place to Be. On va en parler parce que c'est en ce moment que ça se passe. C'est le hub des médias et des blogueurs de la COP21. Et là, il y a un terreau fertile justement à l'éclosion et au partage et à l'analyse de solutions ou de réponses du moins à la crise écologique. Et donc Anne-Sophie est une pionnière du web. On s'est rencontrés il y a 8-9 ans.
dans l'effervescence du pacte écologique, du Grenelle et tout ça. Enfin, voilà. Et Anne-Sophie était la première, ou une des premières, à lancer un blog sur la question. Voilà. Nous avons également parmi nous donc Walter Bouvet, cofondateur de Terra Eco. Walter est journaliste, éditeur et entrepreneur, parce que Terra Eco est une entreprise qu'il porte. Donc, Terra Eco, c'est la référence française et francophone de la transition écologique, économique et sociale également. Et c'est un journal quotidien en ligne que vous retrouvez en mensuel, donc en magazine mensuel. Et vous venez de fêter votre 11e anniversaire, comme Reporter d'Espoir d'ailleurs. On va fêter le 12e, le 4 janvier. Voilà. Frédéric Toussaint. Donc, nous allons parler d'information et de communication avec Frédéric Toussaint qui dirige la communication et les partenariats du groupe Crédit Coopératif. Frédéric, vous avez été entrepreneur, vous avez mené une activité de conseil en stratégie et communication, vous avez travaillé sur la communication culturelle et j'ai lu que la culture et le patrimoine étaient vos domaines de prédilection puisque vous avez sauvé un monument historique en Normandie que vous restaurez, témoignant que la modernité peut servir le passé. Et on pourrait dire à propos de votre activité au Crédit Coopératif que les racines coopératives aussi, elles peuvent servir et soutenir les acteurs de solutions dont on va parler. Enfin, Éric Fotorino, donc journaliste, écrivain, fondateur de ce magnifique journal Le 1, qui est un hebdomadaire. Éric a été grand reporter au Monde, vous êtes spécialisé sur les questions agricoles, puis de développement. L'Afrique a notamment été votre terrain de prédilection. Et vous êtes auteur assez prolifique, hein, j'ai dénombré 11 romans. Et vous avez dirigé et présidé Le Monde également, avant de fonder l'année dernière ce magazine hebdomadaire, Le 1, qui chaque semaine traite d'une question, un grand thème d'actualité, à travers le regard interdisciplinaire de chercheurs, d'écrivains, de poètes, d'artistes, etc. Donc ma première question, qui s'adresse à chacun d'entre vous, c'est comment vous voyez ou vous pratiquez cette info-solution, comment chacun dans votre média vous reflétez cette complexité du monde, voilà, dans son versant qui nous intéresse ici, constructif, positif. Walter Bouvet, vous, c'est le monde en mutation qui vous intéresse et que vous analysez dans les colonnes de Terra Eco. Dites-nous-en un peu plus. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de capter quelque chose de la tension qui traverse le monde. Cette tension entre un monde dont on sent bien, et je pense en tout cas les personnes que vous êtes et qui gravitez ici aujourd'hui, peut-être hier, à écouter, à vous imprégner de tas de choses extrêmement intéressantes et nourrissantes. Cette tension entre un monde dont on sent qu'il est arrivé à bout, totalement à bout, mais qu'il a encore le potentiel de durer très longtemps, malgré tout, et de nous emmener comme dans un cancer interminable, si on y prend garde, et un monde qu'on espère, cette lumière qu'on entrevoit, ces solutions, tu as parlé de solutions, Gilles, qu'on connaît parfois, citons entre autres, il y en a bien d'autres, mais la permaculture, les énergies renouvelables, elles sont là, sur la table, c'est un fait, c'est pas une utopie, c'est pas un discours, c'est un fait journalistique qu'on peut déjà observer. Et cette tension entre ces deux mondes, c'est ça qu'on essaie de raconter, parce que pour faire simple, voire un peu caricatural, pour permettre au XXIe siècle tel qu'on l'envisage de naître réellement et de se déployer, on pense qu'il faut un petit peu enterrer le XXe siècle, et sans doute lui coller quelques baffes. Voilà. Je pense notamment aux énergies fossiles. Alors, si je dis ça, je quitte un peu l'image traditionnelle du journaliste ou de l'éditeur qui serait une espèce de contemplateur de l'actualité, qui ne ferait que rapporter des faits purs, des faits et seulement des faits. Bon, après, on va peut-être faire un débat sur l'objectivité ou la subjectivité de ce qu'on fait. Je pense que les médias ont une responsabilité sociale, puisque les médias travaillent aux interfaces entre ceux qui essayent d'inventer, d'une part, ceux qui essayent de maintenir des positions établies, et puis des tas de gens, la population, qui, elle, se demande quoi faire,
et où est une forme de vérité, ou en tout cas dans quelle direction il faut aller. Voilà, donc nous les médias, on est à cette interface, on écoute des experts sur le climat par exemple, on parle de la COP21, on écoute des experts qui nous disent, qui nous préviennent, qui nous expliquent depuis longtemps, et on a une responsabilité qui est de se dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on met en avant ? Par exemple, sur le débat du climat, on en parlait à l'instant dans le couloir avec Anne-Catherine. Est-ce qu'il faut à tout prix, tout le temps, mettre un climato-sceptique face à un climatologue, par principe, parce qu'il faudrait faire un équilibre ? Bien, le problème, c'est que les faits journalistiques nous disent que les climato-sceptiques, ils ont tort. Donc, la responsabilité du journaliste, ce n'est pas d'établir un équilibre factice, c'est à un moment donné de se mouiller un petit peu, et d'écouter aussi ses intuitions, et ensuite de les étayer, de les argumenter par des faits. On n'est pas juste en train de raconter des choses sans s'appuyer sur des choses concrètes. Voilà. Donc c'est dans cette tension qu'il y a à analyser, à porter à la connaissance du lecteur. Eh bien, ça demande à la fois un grand professionnalisme. On ne peut pas raconter n'importe quoi, on ne peut pas tordre les faits. Ça demande un certain engagement, me semble-t-il. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on envisage notre travail à Terra Eco. Et puis, une fois que tout ça est fait, ça permet de rendre possible et même légitime de proposer des solutions nouvelles. Parce que finalement, pourquoi proposer des solutions si on constate qu'il n'y a pas de problème ? Or, ce couple problème-solution, il nous semble à nous fondamental parce que c'est grâce au premier, le problème, qu'on va pouvoir justifier le second, la solution. Donc c'est un équilibre subtil à trouver. Parfois, on est beaucoup trop anxiogène, sans doute, mais voilà, c'est plus fort que nous, on a envie de dire les choses. On va quand même se réveiller au mois de janvier avec une COP21 dont on ne sait pas trop ce qu'elle va donner. Probablement le Front National au pouvoir dans une ou deux régions, et puis un contexte sécuritaire extrêmement anxiogène. Donc on a une responsabilité face à ce qui se passe en ce moment, de bien garder, de bien travailler avec soin cette tension, et puis évidemment, puisqu'elle existe, tant mieux, de montrer cette part de lumière, cette part de solution que vous évoquez, à condition d'avoir même là-dessus un regard critique et assez factuel pour ne pas non plus raconter n'importe quoi ou bercer les gens d'illusions. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye d'analyser un petit peu et d'appréhender cette question du journalisme de solution. C'est-à-dire que le solutionnisme qui consisterait à ne dire qu'il y a des solutions, il ne faut voir que ça, et il faut être positif à tout prix, ça, c'est pas possible. Ça s'appelle le boy scoutisme, ça s'appelle pas le journalisme. Mais la tension entre les deux, oui, évidemment, bien sûr. Anne-Catherine Husson-Traoré, vous êtes dans cette démarche aussi, vous vous retrouvez dans cette démarche avec Novetic ? Oui, tout à fait. En fait, simplement, l'idée, c'est que Walter évoquait la responsabilité des médias. Ce que nous, on essaie de faire à Novetic, c'est d'évoquer la responsabilité du lecteur. Je m'explique. On a aujourd'hui des médias dominants qui ne s'adressent qu'à la partie gauche de leur cerveau, c'est-à-dire qui leur font peur. C'est vrai, c'est vraiment une espèce de peur et d'émotion. On pourrait, j'imagine, passer le débat sur dire pourquoi et à quoi ça sert, mais ça sert à avoir des gens tétanisés. La peur n'a jamais été une bonne conseillère de quoi que ce soit. Et donc, quand vous avez peur, vous êtes comme un lapin dans les phares d'une voiture et vous réfléchissez plus. Et la responsabilité des médias, c'est de donner les outils et les informations nécessaires qui permettent aux lecteurs d'un site web, aux téléspectateurs de je ne sais quelle émission de télé, à quelqu'un sur Twitter ou autre, de réfléchir au pourquoi du comment. Et donc, ce qu'on essaie de faire à Novetic depuis 15 ans, c'est de proposer du contenu qui, pour certains, doit être un peu aride, mais ce n'est pas le sujet. Il y a plein de gens qui ont des capacités à lire des contenus éventuellement un peu arides, qui leur donnent les clés de compréhension, exactement comme vient de le dire Walter, de sujets qui sont quand même extrêmement graves et importants, le changement climatique, la raréfaction des ressources naturelles, les crises sociales, le fait qu'aujourd'hui on pêche un saumon en Norvège, on le conditionne en Chine et on le mange en Espagne, que tout ça est au-delà, est un problème environnemental, est un problème social, est un problème de mondialisation, comment elle se traduit à peu près partout, tout ça, n'importe qui peut le comprendre. Quand vous achetez un produit sur un marché aujourd'hui, quel qu'il soit, c'est important que vous sachiez quel est le parcours qu'il a pu faire. Et en fait, on peut le faire en étant dans une position qui est celle des médias, et là je rejoins tout à fait Walter, qui est de dire on est un carrefour, c'est-à-dire de dire on donne l'information,
On explique ce système-là, on le détricote, on explique le pourquoi du comment, on explique quel est le rôle des divers acteurs, l'entreprise, les chaînes de sous-traitance dans le monde, etc. Et du coup, on a construit au fil des ans une communauté de gens qui est à peu près de 150 000 personnes par mois, qui effectivement sont dans un spectre politique extrêmement large, puisque vraiment de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par tout le monde. Et sur le plan économique, sur le plan social, on a des simples citoyens, des dirigeants d'entreprise, des dirigeants financiers, des militants d'ONG aussi. Et en fait, quand j'ai créé Novetic il y a 15 ans, j'essayais d'expliquer qu'on n'allait pas être pour ou contre les entreprises, pour ou contre les ONG, positif ou négatif, on allait essayer de donner des faits parce que la première des responsabilités, c'est d'essayer de comprendre. À partir du moment où on a compris, on agit différemment. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'est pas dans une espèce de rapport de force et c'est ça qui crée le côté positif. Et puis après, on a choisi une couleur orange, qui est donc une couleur chaude, c'est un truc à l'image de Novetic, dans l'idée qu'effectivement, et c'est peut-être ça le côté, Walter a tout à fait raison, de dire il y a des solutions, etc., c'est de dire, ce qui était évoqué dans la table ronde précédente, c'est il y a un optimisme radical qui est possible parce qu'en fait, le vieux monde est tellement nécrosé que de toute façon, il est en train de s'achever et que chacun, à l'image du colibri qui est devenu une figure emblématique, peut faire sa part en ayant son souci de se dire, dans cette chaîne assez complexe, je joue un rôle, donc je reprends la main sur le rôle qui est le mien et j'ai compris comment ça marchait et donc je vais voir ma banque pour lui demander si finalement mon épargne est gérée comme je devrais. Je vais voir mon supermarché pour dire non, moi je veux pas ce produit-là, je veux celui-là. Et on est vraiment dans cette logique-là de citoyens informés, responsables et c'est ça qu'on essaie d'aider à faire à Novetic. Les citoyens informés, responsables et qui participent aux alternatives à l'économie collaborative, c'est ta spécialité, Anne-Sophie. Raconte-nous un peu comment tu abordes ça dans ton blog et notamment sur lemonde.fr. Oui. Alors, ça fait depuis 2012 que je collabore avec Le Monde. Enfin, mon premier blog avait été ouvert en 2006 sur cette même plateforme, mais en 2012, ils m'ont demandé d'être journaliste invité. Avec un angle qui était de parler des alternatives et de sortir un petit peu des clichés de l'ours polaire. Voilà, donc c'est beaucoup d'initiatives citoyennes que j'essaie de relayer. Et c'est vrai qu'ayant commencé par bloguer avant de faire du journalisme, j'ai développé, je pense, cette espèce de pensée en réseau où aujourd'hui tout le monde peut devenir média. Donc l'information circule par des citoyens qui ne sont pas seulement récepteurs d'informations, mais aussi émetteurs. Et le web est un formidable outil de diffusion d'informations. Et le collaboratif s'est nourri de ces logiques numériques pour dépasser les écrans et aujourd'hui montrer qu'il y a une créativité citoyenne formidable et que le numérique et l'écologie peuvent largement se rejoindre et être force de créativité. Donc ce blog, il a une bonne place. Il a un peu changé. Il y a un an, on a changé de section au Monde et c'était un peu plus compliqué parce que je dépendais du Monde Magazine, donc c'était un petit peu différent. Et là, je l'ai un peu mis en pause à cause de Place to Be. Je pourrais y revenir plus tard. Mais l'idée, c'est surtout de montrer toute cette énergie citoyenne et toutes les alternatives qui existent dans la société. Et c'est vrai que j'ai peut-être plus de liberté sur ce blog que dans d'autres médias pour lesquels j'ai pu collaborer auparavant, où certains sujets n'étaient pas estimés comme étant assez intéressants. Et voilà. Mais je pense que les médias progressent, en fait. La première fois que j'ai commencé à bloguer, c'est parce que je trouvais que cette information qui est capitale pour éclairer le monde de demain n'était pas assez traitée. Et heureusement, depuis 2006, 2007, avec notamment des médias comme Terra Echo, mais aussi des journalistes qui sont de plus en plus engagés, on a pu défendre un autre type d'information. Après Copenhague, en 2009, il y a une espèce de déception qui est arrivée. Et là, de nouveau, on voit une belle créativité qui ressurgit également. Donc voilà, il faut toujours raconter ce qui se passe du mieux qu'on peut. D'accord, tu parles de créativité, de l'importance de la créativité. On la retrouve aussi dans les lignes éditoriales de nouveaux journaux. Donc je me retourne vers Eric Fotorino qui a lancé donc le 1. C'est un nouvel objet et c'est un objet qui s'intéresse à ces mutations qu'on évoque. Donc, quand je regarde vos unes sur La France fait-elle encore rêver, sur ces femmes qui changent le monde du travail, et vous m'annonciez que la semaine prochaine ce serait C'est à nous d'agir, qui serait la une du 1. Donc comment vous voyez ce monde en mutation et comment vous l'intégrez dans votre ligne? Alors, c'est vrai qu'on est né il y a 18 mois maintenant, en avril 2014,
sur le constat qu'on vivait dans un grand copier-coller, dans un grand bégaiement de l'information, sans hiérarchie, une grande uniformité, sans hiérarchie, sans toujours de validation, avec une chute, on y reviendra je pense dans la discussion, du modèle économique qui a fait que finalement les journaux papier sont mis à ressembler à des sites internet, et on voyait bien que tout ce qui avait été finalement structuré l'information depuis un siècle et demi dans la presse écrite en France était en train de se déliter. Rappelez-vous qu'en 1944, quand Beuve-Méry a fondé Le Monde, il disait « Le Monde coûte son prix plus l'effort pour le lire ». Et cet effort pour le lire, c'est évidemment quelque chose qui a été très fortement remis en cause. On a essayé de faire des journaux de plus en plus faciles à lire, en mettant des titres plus gros, des images plus grandes, etc. Et finalement, la dialectique du fond et de la forme s'est résolue à travers des journaux qui se sont mis à se ressembler et à traiter plus de l'insignifiance que du signifiant. Alors, notre réflexion, ça a été, dans ce monde aussi de zapping permanent où une information chasse l'autre, sans encore aucune hiérarchie, c'est de réindividualiser un thème, de chaque semaine s'interroger sur un thème et de sortir de ce qui, je crois, tue le journalisme classique, c'est l'entre-soi, c'est-à-dire des journalistes qui parlent à des journalistes pour des journalistes, informés par des journalistes. Donc c'est vrai que c'est ou des gens qui sont issus des mêmes écoles ou des mêmes lieux de formation. Et donc ce petit monde qui est perçu de connivence a été sanctionné depuis des années, puisque si vous regardez le sondage de la Croix chaque année, on voit la perte de confiance dans les médias qu'ont les lecteurs, et elle est moins forte dans la presse écrite que dans la presse télévisée, mais malgré tout, cette perte de confiance est quand même très importante. Donc, évidemment, notre but, on n'a pas les capacités, il faut rester très modeste, on n'a pas les capacités de renverser tout cela. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? De la hiérarchie. Donc pour nous, une information positive, c'est celle qui vous permet de comprendre le monde. Et comprendre le monde, c'est-à-dire de s'interroger chaque semaine, puisqu'on est hebdomadaire, sur un thème, une thématique qui va nous aider à le comprendre et donc le rendre moins anxiogène. Ce qu'on comprend mieux nous fait moins peur. Lorsqu'on a envisagé cette approche, on a pensé que sortir de l'entre-soi journalistique, ça voulait dire que ces vérités qu'on essayait de construire, je dis ces vérités au pluriel, pas de cette vérité, ces vérités, elles ont plusieurs visages, et donc il fallait les faire regarder, examiner par plusieurs regards. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à travailler avec des chercheurs, avec des anthropologues, avec des économistes. Anne-Sophie fait partie de notre comité éditorial. On a des philosophes, des sociologues, des géographes, bref, tout un tas de savoirs. On parle à l'université de pluridisciplinarité. Bien, on a essayé de faire un objet de presse qui soit pluridisciplinaire et qui ne nous impose pas une vision du monde, mais qui au contraire essaie de construire cette vision à travers plusieurs visions. Et on ne cherche pas à imposer une opinion. On ne sert pas, c'est pas un journal d'éditoriaux, il n'y a pas d'édito dans le 1 ou très peu, parce qu'on considère que le lecteur est suffisamment intelligent pour se faire son idée à condition qu'on lui donne les moyens de comprendre le monde. Donc ça a été ça, vraiment essayer de donner une information utile. Et puis l'autre dimension, ça a été dans l'information, je dis souvent le 1 n'est pas un journal d'information, c'est un journal d'inspiration. On essaie d'inspirer nos lecteurs, que lorsqu'ils ont fini de le lire, ils se disent tiens, j'ai des idées que je n'avais pas avant, je confronte en tout cas des idées nouvelles à mes propres idées sur un sujet, comme quand on frotte les cervelles pour faire naître une étincelle. Et l'information positive, de mon point de vue, c'est celle qui vous permet d'agir, de vous retrouver non plus comme quelqu'un qui gobe l'information de façon complètement passive et fataliste, je ne peux rien faire. Ce n'est pas un journal pour espérer. Je pense que espérer, c'est bien, mais espérer, ce n'est pas avoir une prise sur le réel. Donc le journal qu'on essaie de faire n'est pas vraiment un journal pour espérer, c'est plutôt un journal pour faire, pour agir, comprendre d'abord, pour savoir comment on peut agir ensuite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est très, très cher dans la construction. Et puis, c'est vrai qu'on a bâti un modèle pour cela qui est exclusivement fondé sur les lecteurs. Ce journal n'existe que parce qu'il a des lecteurs. S'il n'avait pas de lecteurs, il mourrait. Et donc, on a fait comme ça maintenant 86 numéros. Et c'est vrai que chaque semaine, on voit des lecteurs qui nous disent qu'on a essayé de comprendre qui ils étaient, ce qu'ils recherchaient dans cette approche, donc d'un dépliage sans publicité, avec des formats un peu différents de la presse habituelle. Mais ce qu'ils cherchent, c'est à la fois à comprendre, à se concentrer sur un thème et non pas de se disperser sur plein de thèmes qui font perdre justement le sens et l'intelligibilité. Et je crois que ce qu'ils recherchent, c'est
accepter que le monde est complexe. C'est-à-dire que la complexité, souvent les médias ont tendance à la raboter et la rendre binaire. C'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas de nuance. Évidemment, c'est beaucoup moins spectaculaire quand vous dites c'est ni blanc ni noir. Ah bon, mais c'est où? Alors c'est gris. Alors le gris, on ne peut plus dire d'ailleurs 50 nuances de gris parce qu'on est tout d'un coup ambigu. Mais c'est vrai que la vérité, elle est quelquefois beaucoup moins spectaculaire, surtout quand elle est dans sa multiplicité, que des journaux qui vont affirmer de façon virulente ou asséner des choses qui peuvent être évidemment sur le coup faire plaisir sur le moment, mais on s'est dit oui, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il y a de la matière? Est-ce qu'il y a du contenu? Donc pour terminer, c'est vrai que notre approche, c'est celle de déconstruire la réalité telle qu'on l'aperçoit pour la reconstruire avec sa complexité et avec le regard sensible des écrivains, des poètes, des artistes, qui, pour moi, pour nous, vaut le savoir des chercheurs, qu'ils soient anthropologues, économistes, sociologues, historiens, etc. Donc c'est cette réunion des savoirs qui permet finalement au lecteur de se dire on m'a fourni un certain nombre d'éléments de réflexion. Et je termine en rappelant ce que disait la mère d'Elie Wiesel quand il était écolier. Elle lui demandait pas quelle note il avait eu, elle lui demandait pas si ça avait été intéressant, elle lui demandait s'il avait posé la bonne question. Et effectivement, nous, ce qu'on essaie, c'est de poser la bonne question et que les lecteurs ressortent avec probablement plus de questions que de réponses, mais en tout cas que les réponses qu'on a essayé de leur donner, elles leur permettent à eux de réfléchir et d'aller plus loin dans leur réflexion, apprendre à développer son sens critique, son regard le plus réaliste possible. Ça ne veut pas dire un regard terne et pessimiste, au contraire, mais le plus réaliste possible sur le monde qui nous entoure. Il y a un terme qui revient dans toutes vos interventions, c'est agir, donner envie d'agir. L'information devrait donner envie d'agir, mais c'est aussi le propre de la communication. Et on a avec Frédéric Toussaint le représentant d'une banque particulière, une banque coopérative, qui est le Crédit Coopératif. Vous axez vos messages sur l'engagement, sur l'incitation des clients ou des personnes qui voient les publicités du groupe Crédit Coopératif dans la rue ou dans les journaux à l'action vers ces solutions alternatives dont on parle ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous voyez ce monde en émergence et comment vous l'accompagnez justement? Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc le Crédit Coopératif, donc pour une banque comme la nôtre, qui est une banque un peu particulière, une banque coopérative, une banque de référence, la banque de référence de l'ESS, une banque d'innovation, de porteurs de projets, une banque militante et engagée qui a fait dire à notre historien qui a écrit un livre sur nos 120 ans, Michel Dreyfus, que nous étions la banque qui finançait les utopies, donc une banque extrêmement positive et optimiste. Donc on a des principes qui nous guident effectivement dans cette communication et qui sont portés par cette identité de banque coopérative qui existe donc depuis des décennies et des décennies. Et ces principes, parce que cette problématique de l'info positive et de la communication positive est au cœur de la problématique et de la réflexion d'une direction de la communication comme la nôtre, est portée par des principes de forme et par des principes de fond. Les principes de forme, on s'inscrit déjà dans la crise de l'après 2008-2009. On a vu des acteurs financiers déclencher un cataclysme. Donc on s'inscrit avec des principes qui sont toujours renforcés, puisqu'une banque coopérative comme la nôtre n'a pris aucune part, bien sûr, à ce désastre qui est passé très près. Donc les principes, c'est la transparence d'abord, et on doit, le président aime à le rappeler, quand on va devant nos sociétaires dans l'Assemblée générale, on rend des comptes, et ce principe de transparence est essentiel, et de la transparence naît la confiance. Le deuxième principe qui est lié, c'est le principe de pédagogie, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort. On essaye de faire en sorte, et on est aidé par des gens comme Novetic autour qui sont autour de nous et qui labellisent des produits. Nous sommes dans une démarche de pédagogie qui fait comprendre à chacun qu'il a un rôle à jouer, et derrière une formule aussi que l'on décline dans notre communication à destination de nos sociétaires et qui est parfois un petit peu, il faut l'expliquer, on dit tous coopérateurs, tous banquiers. Et parfois dans la salle, les gens se disent non, on déteste les banquiers, on ne veut pas être banquier. Et la notion de tous banquiers, c'est d'expliquer que vous ayez 1 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros à placer, vous êtes déjà banquier lorsque vous faites le choix de l'établissement financier dans lequel vous mettez votre argent, puisqu'ensuite la banque pourra prêter cet argent aux acteurs de l'économie réelle. Donc on est dans ce langage de vérité, ce langage de transparence, et aussi dans un langage de preuve, et ça c'est quelque chose qui est très important. À l'occasion de la COP21, puisqu'on est en plein dans cette session qui est très importante, nous avons déclenché une communication, et cette communication, elle est à la fois sur l'engagement, sur l'action, je vais y revenir dans un instant, sur ce mot « agir » qui est le fil rouge de l'action de la banque et de sa communication,
Et donc cette communication sur la COP21, on a dit en slogan « Manifestez-vous », c'est-à-dire inscrivez-vous vous-même dans cette action pour la COP21. Alors ça rejoint exactement notre problématique. On peut avoir le déferlement d'informations disant « on ne peut rien faire, c'est dramatique, le monde évolue dans quelque chose sur lequel nous n'avons pas de prise ». Et puis il y a le fait de se dire « des solutions existent, des milliers de gens se lèvent à leur petit niveau, à leur niveau plus important, et ils peuvent agir ». Et de l'action, de l'espoir d'action, naît le véritable espoir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et derrière donc, cette campagne de communication, nous avons un flashcode en bas de cette campagne que vous pouvez voir dans toutes les gares en ce moment sur Facebook. On a ce petit QR code, ce flashcode qui permet, avec votre téléphone, de flasher, de voir quels sont les engagements concrets et réels du Crédit Coopératif, que vous soyez une personne morale ou une personne physique, pour voir ce qui concrètement se passe dans la banque aujourd'hui. Alors, toutes les communications de la banque vont dans ce sens. Donc, c'est d'abord notre signature. Crédit Coopératif, c'est un choix. On va vers l'action. C'est à vous de choisir d'être partenaire d'une banque qui agit. Manifestez-vous, c'est aussi notre signature de campagne. Donc, là aussi, encore une fois, manifestez-vous à votre niveau. Selon une phrase aussi qui est chère à notre président, c'est de dire si chacun a la volonté de changer son monde, eh bien, tous ensemble, nous devons changer le monde. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. C'est encore une fois de dire transformons-nous. Tout le monde peut être acteur et doit être acteur. Alors voilà donc ça ce qu'on peut dire. Alors c'est facile pour le Crédit Coopératif, peut-être plus facile que pour une autre banque d'être dans cette communication positive, cette information positive. Nous avons une triple chance qui est portée par notre identité et surtout notre volonté, c'est d'être donc la banque de l'ESS, donc cette économie sociale et solidaire qui présente déjà en elle-même des tas de solutions alternatives. Donc c'est quelque chose de très fort, cette économie utile, cette économie réelle. Donc, on a la chance déjà d'avoir les clients, je dis toujours, les plus beaux clients du monde. Alors, je cite toujours cet exemple qui est un petit peu amusant. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte du Moyen-Âge qui s'appelle Les Cils du Loup. C'est l'histoire d'une petite gamine qui est abandonnée par ses parents, récupérée par une louve en plein bois. Et cette louve va mourir. Avant de mourir, elle va lui dire « Je t'ai abandonné de tout le monde, mais je vais te faire un super cadeau. Quand je serai morte, tu prends mes cils. Et quand tu regarderas à travers ces cils, tu verras la réalité du monde. » Donc, au lieu de voir, elle arrive en ville, dans une ville. Et en fait, elle se sert de ces cils. Elle se rend compte que derrière les gens beaux, elle voit des gens monstrueux. Derrière des gens qui sont pauvres et monstrueux, elle voit des gens magnifiques. Et moi, je tiens à dire, ça fait 5 ans bientôt que je suis à la tête de la communication du Crédit Coop. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est d'aller dans les comités de région où nous rassemblons les clients de l'économie sociale. Vous arrivez dans un comité de région, dans une réunion en plein hiver, dans un fin fond de province, et bien vous ne voyez pas strass et paillettes. Vous voyez des gens qui sont souvent sérieux, qui sont graves, qui ne sont pas toujours des gens qu'on pourrait voir sur Apple ou Facebook. Et dès que la réunion s'anime, vous voyez les plus belles personnes de la Terre. Vous voyez des gens qui se battent pour l'insertion, pour le logement social, pour les gens qui sortent de prison, pour les coopératives qui travaillent et qui créent de l'emploi non délocalisable. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Donc notre chance, d'abord, c'est ça. La deuxième chance, c'est d'avoir des gens qui sont formidablement passionnés. Alors on a Jérôme Henry qui est là, qui est notre directeur du marché de particuliers, qui est à l'affût de tout ce qui se passe sur le terrain, en permanence des initiatives, et ça c'est quelque chose de fort. Et puis en troisième lieu, c'est d'être bien sûr porté par cette vague. C'est-à-dire que ce qu'on fait depuis 120 ans, eh bien aujourd'hui rencontre la société avec toutes ces nouvelles initiatives, et ça c'est quelque chose de très très fort. Donc on a cette chance-là dans la formation positive. Vous parliez de storytelling à travers le conte que nous exposiez. À propos de la COP21, justement, il y a des gens qui essaient... c'est un sujet particulièrement anxiogène. On se dit, bon, comment agir face à cette question climatique qui nous dépasse, qui par son immensité, par son ampleur. Donc ça soulève la question du traitement par les médias de ces questions climatiques. Donc comment, j'aimerais vous poser la question à tous, comment on fait du constructif autour de ce sujet particulièrement anxiogène. Anne-Sophie, c'est l'objet de Place to Be. Oui, c'est parti d'un constat, Place to Be, en tant que journaliste, que, comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet anxiogène que le public a du mal à comprendre, à s'approprier. C'est un fait qui est perçu comme complexe. On sait que c'est un débat d'experts. Pendant longtemps, il y a eu des débats scientifiques qui ont fait que justement, on faisait encore appel à des climato-sceptiques pour... maintenant, ça s'est réglé. Donc, d'un côté, on a fait un fait scientifique et de l'autre, un fait plutôt idéologique. On croit que l'écologie appartient, en gros, aux écolos de longue date, des militants activistes ou des Verts. Et malheureusement, ce n'est pas encore un fait social. Donc il y a un rapport qui a été publié par un think tank anglais qui s'appelle le Climate Outreach,
notamment avec à sa tête George Marshall, qui écrit souvent sur le Guardian, et qui en janvier dernier, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Et ils ont écrit un rapport qui s'appelle Seven Dimensions of Climate Change, où ils expliquent comment est-ce qu'on pourrait reprendre dans notre quotidien l'écologie de manière différente et comment est-ce qu'on peut arriver à l'aborder de façon nouvelle et sous ce nouvel angle. Et c'est ça qui a inspiré la programmation de Place to Be. Place to Be, ça s'est inspiré de l'expérience que j'ai eue à Copenhague en 2009, lors de la 15e conférence des parties de l'ONU sur le climat, où j'étais montée en tant que blogueuse et je me suis retrouvée dans un café qui avait été privatisé par des ONG qui s'occupent de suivre les négociations. On sait qu'il est très difficile, quand on est un média alternatif, d'entrer dans ces lieux de négociation. Et donc, une ville pendant une COP, c'est un centre de négociation, un lieu pour les militants altermondialistes, un autre pour les entreprises, des QG pour les artistes. Et il y avait ce café privatisé au sein duquel j'ai pu rencontrer à l'époque Naomi Klein ou Georges Monbiot, ou les Yes Men, ou d'autres types d'experts ou de représentants d'ONG. Et Paris, cette année, c'est pareil. On a le centre de négociation au Bourget, on a au Grand Palais Solution COP21 qui est dédié aux entreprises. On va là à Montreuil ce week-end et ensuite au 104 avoir les QG des ONG de la coalition climat. La Gaieté Lyrique est réservée aux artistes et Place to Be, en fait, c'est un peu la reproduction de ce que j'ai vécu à Copenhague, mais avec une dimension supplémentaire qui est de dire, depuis 2009, on a à notre disposition un ensemble d'outils numériques qui permettent de faire de l'information autrement et de rendre le message plus attractif. Et c'est des tentatives qui ont été faites par des journalistes comme par exemple David Dufresne, qui est canadien, et qui a monté un jeu documentaire qui s'appelle Fort McMoney et qui permet de sensibiliser à la question des énergies fossiles. C'est des blogueurs qui vont s'emparer, comme Pénélope Bagieux, de la thématique de la pêche en eau profonde et en faire une BD. Et là, on se rend compte que quand on fait une BD un peu humoristique, on arrive à faire passer un message un peu différemment. J'ai rencontré des chercheurs qui se sont mis à écrire des pièces de théâtre. J'ai rencontré même Hervé Le Treut, notre climatologue, s'est mis à faire des livres pour enfants. Enfin, voilà, aujourd'hui, il y a un désir d'hybridation, d'aller changer ces formats. Et à Place to Be, on s'est dit, on va aussi créer un espèce de Fab Lab, de makerspace, ou d'endroit où on va bidouiller au carrefour de différentes compétences, de nouvelles façons de faire de l'information. Alors c'est une tentative, on affiche cette ambition et on est un peu en mode bac à sable à tester un petit peu tout ça. Concrètement, on est dans un lieu qui est une auberge de jeunesse située à côté de Gare du Nord, qui est associée à un bar. Donc là, depuis une semaine, on accueille 600 personnes du monde entier. Il y a 50 nationalités qui y sont représentées, qui sont des blogueurs, des journalistes, des digital social genius, des génies des réseaux sociaux, des membres de la société civile, qui sont là pour couvrir les négociations ou pour peser sur le cours des négociations en tant qu'ONG. Et on a aussi plus de 400... maintenant, je pense qu'on est à 600 ou 700 personnes qui habitent autre part dans Paris et qui, en journée, viennent travailler dans l'espace que l'on a, qui est un espace de coworking. Donc le lieu, on l'a complètement réhabilité, en plus, pour être le plus cohérent qui soit. Et en fait, c'est une ruche. Alors, certains parlent d'un chaudron, d'autres d'un nid, d'autres il y a plein de qualificatifs sur ce lieu. En tout cas, tout le monde rentre avec le sourire en se disant, on sait qu'il se passe quelque chose. Quotidiennement, on a des ateliers, comme le TM Summit auquel Gilles a pu participer lundi et mardi, qui était un sommet dédié aux journalistes justement qui veulent renouveler leur pratique. Donc on a des ateliers comme ça en journée. On a une émission de radio quotidienne qui est animée par Stéphane Paoli, qui est parrain du projet et qui est dans un désir de transmission, de réflexion sur sa pratique journalistique, qui tous les jours rencontre toutes les personnes de notre réseau et qui, vous pourrez trouver en ligne les émissions, et qui sent aussi cette énergie. Il dit, mais il faut vraiment, vraiment qu'on aille plus loin. On a une émission quotidienne le soir, où on revient dans un premier temps, alors elle peut être suivie en ligne, c'est entre 18h et 20h, où dans un premier temps, on revient sur ce qui s'est passé dans la journée au niveau des négociations, mais c'est ce qui s'est passé à Paris, donc une petite introduction légère dans le sujet. On donne la parole à Anne-Cécile Braque, qui est journaliste pour RFI, qui était aussi marraine du projet, pour qu'elle nous fasse un débrief en direct du Bourget de qu'est-ce qui s'est passé au niveau des négociations, qu'est-ce qui est important. Et ensuite, on appelle des membres de la société civile à s'exprimer sur ce qu'ils attendent de ces négociations, pour essayer de décrypter en sortant un peu des termes jargonnants. Et la deuxième partie de l'émission est inspirée de ce rapport dont je parlais, fait par le Climate Outreach et George Marshall, qui dort chez nous d'ailleurs,
pour aller à la rencontre de personnalités connues ou moins connues, des personnalités inspirantes qui vont pouvoir expliquer comment aujourd'hui on pourrait mieux parler de ces sujets. Donc le premier soir, c'était dimanche dernier, on s'est interrogé sur la façon de mieux parler du changement climatique. Le deuxième jour, on est revenu sur qu'est-ce qui, dans l'histoire des civilisations, fait qu'on a pu passer d'un paradigme à l'autre, comment est-ce qu'un changement de société peut s'opérer. Le troisième jour, on s'est interrogé sur la place des scientifiques dans la société. Comment est-ce qu'un scientifique, aujourd'hui, peut prendre la parole ? Le quatrième jour, on était plus sur l'histoire des technologies. Est-ce que la technologie peut vraiment nous sauver ? Comment est-ce qu'on doit changer notre regard ? Parce qu'en fait, c'est aussi une affaire culturelle. Au-delà de l'information qu'on transmet, pour qu'un message soit bien perçu, il faut que la coquille culturelle dans laquelle on baigne soit aussi favorable à ce que ce message soit entendu. Et pour en parler, donc on a reçu des personnalités du monde écologiste comme Rob Hopkins du mouvement des villes en transition, Vandana Shiva, Nicolas Hulot, Naomi Klein est passée nous voir aussi. On a eu Gilles Boeuf également, James Hansen qui était le premier climatologue à parler de changement climatique et à se battre devant la Maison Blanche pour se faire entendre. Et on a aussi reçu beaucoup d'artistes. Donc Charlie Winston est venu en parler. Hier soir, on était avec Abdel Malik, on a les Chaka Ponk qui sont posés. Enfin, on essaye aussi de montrer qu'il y a un engagement sociétal très fort aujourd'hui qui nous permettrait peut-être de créer une nouvelle dynamique. Et donc, voilà, Place to Be, c'est un laboratoire, ce que me disait Stéphane Paoli hier. Il me dit que c'est un vrai laboratoire entre les mains, international. Il y a hier soir un jeune Chinois étudiant qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai traduit une des vidéos que vous nous avez fait découvrir en chinois. Elle a déjà plus de 20 000 vues. Je suis suivie par 45 000 Chinois et j'aimerais bien m'inspirer de ce qui se passe ici pour mieux en parler dans mon pays. Il y a des connexions très fortes qui se font avec des médias en plus américains que je suis depuis des années comme Good ou Yes Magazine qui sont dans la même veine que Terra Eco ou Novetic. Mais voilà, à mon avis, il est temps aujourd'hui de se dire tous ensemble, on peut peut-être passer un cran, utiliser ces différents formats comme le 1 et d'autres pour aller vers un journalisme qui change enfin de posture et qui, pour une fois, s'interroge aussi sur sa responsabilité. Je pense que c'est notre devoir de média aujourd'hui. Tu parlais de Novetic, donc Anne-Catherine, j'ai cru comprendre que la COP21 et les questions climatiques étaient le cœur de votre ligne éditoriale de cette année. Oui, on s'est même rebaptisé notre baseline est média expert de l'économie responsable et on s'est rebaptisé pendant 15 jours média expert de la COP21 parce que pour faire le lien, et c'est là où on converge forcément et Dieu sait qu'on a besoin d'être beaucoup parce que c'est nécessaire. Nous, on fait un travail qui est encore plus, qui est particulier d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer des phénomènes macroéconomiques et comment les grandes entreprises, les grandes institutions financières percutent, intègrent, subissent, selon tout ce que vient d'expliquer Anne-Sophie. Et concrètement, peut-être juste une petite incidente qui me paraît importante, notre lecture médiatique française est politique. C'est-à-dire qu'on va passer, par exemple, des heures sur les régionales qui, malheureusement, je pense, vont annoncer des résultats inquiétants pour ce pays, mais ça, c'est un autre sujet. Et en fait, on a traduit le poids de l'écologie par le score des écologistes. Et j'ai assisté, par exemple, à l'Assemblée générale de Total, à l'époque du Vivant de Margerie, où il y a une ONG environnementale qui pose une question. Et Eva Joly venait de faire 2% aux élections. Et donc, il lui dit, vous avez fait 2%, rasseyez-vous. C'est une source sûre, je l'ai en... Et sur le coup, j'étais complètement estomaquée. Alors, en plus, la pauvre fille, c'est raciste, parce que bon, quand vous avez 400 personnes, c'est pas facile. Et là, je me suis dit, c'est quoi ça ? C'est-à-dire que sa question n'avait aucun rapport. Mais c'était une façon, je vous ai résumé en une petite séquence, ce qui est la façon dont on traite aujourd'hui ces questions environnementales-là quand même massivement dans les grands médias, qui est de dire les écologistes font des scores plus ou moins mauvais, hélas, on en reparlait, mais du coup c'est ça la sensibilité environnementale de ce pays. Et du coup on ne va pas trop leur expliquer tout ça parce que ça ne les intéresse pas. Je ne vous raconte pas, et l'expérience qu'on a tous, c'est qu'en fait les gens s'intéressent vraiment beaucoup à ce sujet. On est un média pas plus confidentiel que d'autres, mais je veux dire, on fait des très bonnes audiences, les gens, ça les intéresse, ils ont envie d'apprendre des choses. Par contre, quand vous discutez avec les journalistes, ils vous disent « Ah bon, le climat... » C'est pas vendeur. C'est pas relégué au second plan. Ouais. Voilà. On se bat au sein des rédactions pour... comme on s'adresse aux gens intelligents, et apparemment ils sont très nombreux ici aujourd'hui, donc il y en a beaucoup, on essaie de leur expliquer un peu comment ça marche. Alors,
juste, on a essayé de créer, parce qu'on est quand même sur des sujets un peu trapus, donc on essaie de les rendre accessibles. Alors on a créé une application web, en utilisant évidemment les techniques actuelles, qui s'appelle Carbone Risque, et qui est à libre disposition sur notre site, puisqu'on est subventionné par la Caisse des dépôts pour faire le travail qu'on fait, donc ça explique qu'on puisse faire des choses comme ça. Donc cette appli, elle consiste à dire, d'une part, à être très pédago sur un sujet qui est assez peu compris jusqu'à maintenant, qui est les énergies fossiles sont une énorme partie du problème. Et que si on n'en est pas, on a tous dans la tête, ah bah oui, mais si on n'a plus de pétrole, on n'aura plus que des idées, comment on va faire, etc. La question n'est pas là. La question, c'est qu'on a des réserves de pétrole, on a des réserves de charbon, mais si on les exploite, alors le réchauffement climatique, il est à 6, 7, 8, voire 10 degrés, on ne sait pas exactement combien. Donc si on veut rester en deçà des 2 degrés, à ce moment-là, il faut laisser 80% des réserves de charbon dans le sol et 60% des réserves pétrolières. Ça implique un changement de modèle où on ne va pas attendre et discuter pendant 250 ans, ça implique un changement de modèle tout de suite. Vous dites, mais ça ne va jamais arriver, le système, ça. Bon. Et bien en fait, si, ça arrive. Et ce qu'on a expliqué avec notre appli, c'est donc d'une part ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de montrer comment chaque pays aujourd'hui est totalement dépendant des énergies fossiles, de montrer dans quelle zone du monde il faut laisser dans le sol quel pourcentage de charbon, de pétrole et de gaz. Et ensuite, il y a 3 types d'acteurs qui peuvent agir. Les États, les investisseurs et les entreprises. Parce que là, effectivement, on n'est pas du simple citoyen. Si vous dites j'arrête le charbon, vous ne voyez pas très bien comment vous allez faire, c'est pas possible. Donc il faut évidemment que ce soit ces 3 types d'acteurs. Et on a montré comment chacun d'entre eux, alors à l'échelle des engagements pris par les États, jusqu'où ils sont en ligne avec les 2 degrés, quels sont les investisseurs dans le monde aujourd'hui. En quelques mois, on a plus de 1000 investisseurs qui pèsent 30 000 milliards de dollars, donc ce n'est pas des petits joueurs, qui ont pris un engagement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non pas, et c'est ça qu'on retrouve sur notre appli, c'est pas, oui, le changement climatique c'est quand même un problème du monde, tout ça, il faut s'en occuper. C'est j'intègre dans la gestion financière le changement climatique. Ça veut dire je sors des entreprises, je limite mon investissement dans ce qui est le plus carbo-intensif, en particulier les énergies fossiles. Et ça veut dire, j'essaie par ailleurs d'investir dans du financement vert. Et enfin, j'essaie de faire ce qu'on appelle de l'engagement actionnarial, c'est-à-dire je joue de mon rôle d'actionnaire, et c'est de gros actionnaires dont on parle, pour aller convaincre telle et telle entreprise de changer son business model parce qu'il n'est pas résilient. Et effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui s'adaptent et qui subissent un nouveau type de pression qui, je ne vais pas vous raconter l'histoire, est souvent beaucoup plus efficace auprès d'elles que celui des ONG qui font leur boulot d'ONG mais qui ne sont pas dans la même position qu'un investisseur. Et donc, pourquoi on a fait une appli pour ça, où en quelques clics, j'espère, on comprend à peu près tout ça? Parce que c'est effectivement les mécaniques qui ne sont pas d'ordre politique, en fait, d'une certaine façon, mais qui sont absolument clés. Et en plus, là où il y a des raisons d'espérer, c'est là où on explique que, oui, les choses changent, en fait. Sur le charbon, on a un cas sans équivalent d'assèchement d'une énergie par son financement. C'est-à-dire que, comme le charbon, en particulier aux États-Unis, mais en Australie, mais dans d'autres pays, les entreprises cotées spécialisées dans le charbon ont perdu 80% de leur valeur. Vous dites à un financier qui va perdre 80% de son portefeuille, il s'en va en courant. Et donc, du coup, il s'en va réellement en courant. Et vous avez un certain nombre d'acteurs qui excluent le charbon, qui sont aujourd'hui des grandes banques, par exemple, des assureurs, des fonds de pension. Et du coup, on a un sujet qui est que on a 2 problèmes. Un, il ne faut pas exploiter le charbon. Et si jamais on l'exploite, il faut surtout que les centrales soient aux normes les plus exigeantes possibles. Et donc, pour être aux normes les plus exigeantes possibles, à ce moment-là, il faut effectivement beaucoup d'argent. Et ils ne l'auront pas. Donc, vous avez un certain nombre de faillites, d'arrêts du charbon pour des raisons financières et économiques. C'est ça qu'on essaie d'expliquer. Et c'est ça qui permet aussi, encore une fois, de comprendre les choses. Si on me lâche sur les énergies fossiles, on y est encore après-demain. Donc, justement, vous évoquez le désinvestissement. Certains médias s'engagent pour le désinvestissement des énergies fossiles. On l'a vu au Royaume-Uni avec The Guardian, qui fermement a dit on milite contre les énergies fossiles et pour le solaire. C'est même plus que ça. C'est-à-dire qu'ils ont joué leur rôle de médias. Ils ont lancé une campagne qui s'appelle Keep It in the Ground, qui est une illustration de tout ce que je viens de dire. Donc, ils ont fait un rôle de média nouveau qui consistait à dire aux gens, à expliquer tout ce que je viens de dire, en anglais évidemment, et ensuite à leur dire, adressez-vous. Ils ont eu 2 cibles, la Fondation Gates et Wellcome Trust, qui sont les 2 plus grosses fondations médicales, en disant vous devez, ils ont fait une campagne de pétition classique, mais menée par le Guardian pour les convaincre de désinvestir des énergies fossiles pour réinvestir dans les solutions.
À ce stade, Wellcome Trust et la Fondation Gates, et Gates a fait effectivement un certain nombre d'annonces, ça sert d'élément déclencheur pour effectivement changer la donne. Peut-être juste une dernière chose qui illustre parfaitement ce que je viens de dire, quel est le rôle du journaliste, c'est le LA Times, donc le journal de Los Angeles, avait sorti une enquête il y a 5 ans en expliquant la Fondation Gates fait un travail extraordinaire de vaccination, etc. Ça, pas de problème. Sauf que si elle vaccine au Nigeria, des enfants qui ont une espérance de vie de 14 ans parce qu'ils sont nés, ils pataugent dans le pétrole et ils sont exposés à du torchage au gaz. Alors ça n'a aucun sens. Et donc l'argent de la Fondation Gates doit être géré en tenant compte de ce paramètre et doit exclure les compagnies qui font ça. Il y a 5 ans, la Fondation Gates a dit « No way, nous on fait un maximum d'argent pour avoir un maximum d'enfants vaccinés ». 5 ans plus tard, on voit bien que la donne a changé et ça c'est grâce au travail de journalisme et d'information. Anne-Sophie, au Monde, ou enfin sur ton blog, ou Walter, comment vous voyez les journaux français s'engager justement dans ce mouvement? Vous engagez vous-même? C'est très clair, on ne les voit pas. Citez-moi un journal français, mainstream, qui a osé faire ce qu'a fait le Guardian. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous, on est des alternatifs, alors on se bat avec les moyens du bord et je pense avec une certaine créativité, vous l'avez tous évoqué, vous voyez bien ici un panel d'approches extrêmement différentes. Terra Eco, à l'occasion de la COP, on a essayé un petit quelque chose, on fait des lives un peu partout en France, donc du coup on a un peu quitté Paris, on a fait une expo. Bon, on tente des choses, ce que vous disiez tous d'ailleurs, sur de nouveaux récits pour essayer de trouver de nouvelles façons de vous intéresser, vous le public, parce que même si ça vous intéresse, c'est pas toujours facile de capter votre attention. Et je vais même faire une petite provocation, c'est pas facile de capter votre pognon. Or la presse alternative, indépendante, elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous, elle ne peut pas vivre sans vous. C'est ce que disait tout à l'heure Eric Fotorino, ce petit effort en plus. Et mesdames, messieurs, c'est pas parce qu'on vous donne un journal au coin de la rue et qu'on vous le met dans la main que le job est fait. Le job n'est pas fait. Sans vous, il n'y aura pas de presse alternative. Sans presse alternative, il n'y aura pas ce travail de fond que nous décrivons tous, qui permet, contrairement à ce que fait la presse mainstream, comme l'a très bien expliqué Eric, qui n'est plus capable d'envisager la hiérarchisation de l'information de façon cohérente, parce que vous lisez Le Monde, on vous met dans les pages économie qu'il y a plein de bonnes nouvelles parce que la croissance repart à fond dans je ne sais pas quel pays et que notamment cette croissance est liée à la baisse des cours du pétrole et que merci, grâce à ça, on peut consommer du pétrole pour pas cher. Et puis vous avez la page Planète, enfin, quand elle est là, excellente page Planète tenue par des personnalités remarquables comme Stéphane Foucard notamment, qui vont vous expliquer tout le travail de lobbying, de nuisance que font le lobby pétrolier, notamment pour alimenter les climato-sceptiques. Je dis, où est la cohérence? Alors certes, vous me direz, c'est de l'information ça peut être pluriel. Moi, je suis éditeur et il y a un moment, je ne peux pas donner des infos contradictoires ou donner des directions, en tout cas contradictoires, à mes lecteurs. Il faut qu'on ait une certaine cohérence. Et je pense qu'à un moment donné, le Guardian, et notamment son rédacteur en chef qui est parti à la retraite cet été, a osé faire un truc qu'on ne verrait jamais dans la presse française, qui est de faire un mea culpa. Il a dit « Les questions environnementales, je les ai envisagées pendant toute ma carrière comme une simple question thématique. Je n'avais pas compris que ces questions étaient transversales et qu'en fait, elles nous engageaient, c'était des questions sociétales. » Et dans le même temps, effectivement, la rédaction du Guardian a décidé de s'engager, alors en demandant, on peut le dire aussi parce que c'est important, en demandant des comptes au trust qui possède le Guardian, puisque le Guardian est détenu par un trust, une fondation, et en lui demandant, évidemment, on ne peut pas faire être un journal qui lance un appel au désinvestissement dans les énergies fossiles si le principal actionnaire du journal lui-même a des actifs dans les énergies fossiles. Donc ils ont demandé aussi cette cohérence et ils se sont engagés. Eh bien moi, ce que j'attends, c'est que les médias s'engagent, mais s'engagent vraiment, qu'on arrête de mettre à égalité les climatologues et les climato-sceptiques, qu'on arrête de mettre à égalité le discours mortifère et complètement tordu de Madame Le Pen et celui d'alternative que des gens que nous interviewons arrivent à porter intelligemment et à creuser en profondeur.
Ça n'est pas possible. Nous avons cette responsabilité, mais, point très important, cette responsabilité, nous ne pouvons pas l'exercer sans votre soutien. Alors justement, à propos du soutien, vous avez sollicité vos lecteurs à plusieurs reprises, et ça nous amène au modèle économique des médias en général et des médias de solutions ou des médias alternatifs en particulier. Le crowdfunding, vous avez fait 2 opérations de levée de fonds sur Internet auprès des internautes et de vos lecteurs. Qu'est-ce que ça a donné justement? On a fait 2 opérations. Une première, c'était à l'automne 2014, donc il y a un peu plus d'1 an. Et effectivement, le journal était dans une situation financière critique. Et on a réussi sur une plateforme, avec le partenariat du LUL, à lever 100 000 € en 20 jours. Ce qui était quelque chose d'assez spectaculaire. Mais le plus important, c'est que dans le même temps, on a gagné 3 000 abonnés en 3 mois, parallèlement à cette campagne. Alors une partie de ces abonnés, on les a un petit peu perdus cette année, on va les regagner en fin d'année avec Noël, parce qu'il y a encore des gens qui offrent des journaux à Noël, ça c'est rassurant. Mais ça a été très intéressant, sauf qu'il y a quand même un petit truc, c'est que ça a fonctionné parce qu'on était dans une logique d'urgence. On a dit à nos lecteurs, c'est pas compliqué, soit vous nous aidez, vous avez 20 jours, soit on disparaît. Bon, bah ils ont répondu. Alors super, et vraiment merci et 1000 merci. Parce que depuis, même si c'est pas facile, on s'est quand même un petit peu rétabli. Mais on ne va pas être capable, dans la presse indépendante, de faire un appel au secours tous les 3 mois. C'est pas possible. On a besoin de constance. On a des gens qui sont en CDI chez nous, peut-être comme vous, je vous le souhaite. Et ces gens-là, on ne peut pas les payer un mois, pas les payer le mois suivant, et puis l'année prochaine peut-être pas. Et puis voilà, il faut qu'on ait besoin de constance dans nos modèles économiques pour pouvoir déployer une information indépendante, profonde, exigeante, dans le temps, et donc bien travailler ces interfaces dont je parlais tout à l'heure. On ne peut pas être sur 2 risques en même temps, un risque financier permanent et puis déjà notre prise de risque journalistique qui devrait être le seul risque sur lequel on se concentre au quotidien. Donc on a besoin de cette constance, on a besoin de cet engagement des lecteurs, et puis alors vous me direz ça se mérite aussi, parce que quand on est bon, peut-être que ça répond, et puis parfois on est moins bon, voire on est très mauvais, et ça répond pas. Je pense qu'on sait faire notre autocritique quand c'est nécessaire, mais voilà, on est revenu sur une campagne de crowdfunding là il y a quelques semaines, cette fois-ci avec un projet beaucoup plus serein, un projet positif. On a dit voilà, à l'occasion de la COP21, on veut faire un MOOC avec un K, c'est-à-dire le mélange d'un livre et d'un magazine sur le climat. Et on a lancé une campagne de préfinancement, toujours sur Ulule, en espérant que ça réponde. Ça a répondu, on a demandé, enfin on souhaitait atteindre 2000 préventes. 2000 préventes pour nous c'est assez significatif. On les a obtenues. Et donc on s'aperçoit que quand on travaille bien avec notre communauté, qu'on lui demande des choses, qu'on lui propose des choses, constructives et positives désormais, eh bien ça répond. Mais j'observe quand même que le projet, là je vais parler un peu sous-sous, le projet qu'on leur a proposé cette fois-ci, c'est un projet d'environ 25 à 30 000 €. L'an dernier, dans l'urgence, l'accompagnement qu'on a obtenu était un accompagnement de 100 000 €. Donc il y a toujours ce fait que quand on stresse très fortement les lecteurs, on obtient des résultats. Simplement, je pense qu'on ne peut pas du tout en faire un mode de management de long terme. Donc il y a peut-être d'autres questions qui se posent. Comment on associe les lecteurs au capital? Comment on essaie d'avoir une relation plus horizontale en termes de production de contenu, en termes économiques, en termes financiers? Il y a plein de choses à inventer. Et je pense que beaucoup des éditeurs qui sont là sont aussi prêts à écouter ce que des lecteurs qui voudraient s'engager davantage ont à leur proposer. D'ailleurs, toujours au Royaume-Uni, on a vu Positive News, qui est un petit journal, 15 000 exemplaires, se transformer en coopérative. Ils ont fait une campagne de crowdfunding et les dons des particuliers, de nous, internautes, se sont transformés en part sociale pour créer cette coopérative. Donc voilà un modèle nouveau parmi d'autres. Mais au sujet du lectorat justement et de l'engagement des lecteurs, le modèle du 1, Eric Fotorino, nous intéresse particulièrement parce que vous avez pris le risque de lancer un nouveau journal papier et sans publicité, et ça a l'air de fonctionner. Oui, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, le 1 s'est lancé pour ses lecteurs, c'est-à-dire qu'on a considéré que la publicité était déjà
une petite tâche sur l'indépendance. Alors, je dis ça après, évidemment, avoir passé 25 ans de ma vie au Monde et les 5 dernières années où j'ai dirigé ce journal. Je cherchais la publicité chaque jour et je peux vous dire que c'était très compliqué parce que plus votre journal perd d'argent, plus il perd de lecteurs et plus l'annonceur devient puissant. Et l'annonceur devient puissant, c'est-à-dire qu'il peut s'acheter la une du Monde, les oreilles du Monde. Les oreilles du Monde, ça voulait dire la droite et la gauche du logo. Et aussi demander les pages nobles, la 3, la 5, la 7, les pages quadrilles, à condition qu'il n'y ait pas des choses trop négatives en termes journalistiques publiées à côté de ces belles publicités. Donc évidemment, tout ça vous amène à ce qu'on appelle la pensée complexe, c'est-à-dire ou bien vous acceptez des budgets publicitaires et vous permettez à votre journal d'avoir encore un réseau de 50 correspondants à travers le monde, de faire des reportages qui valent vraiment encore la peine, que ce soit au Brésil, en Irak, en Afrique du Sud ou ailleurs, ou bien vous vous dites non, on va réduire la voilure parce qu'on ne peut pas accepter cette publicité et surtout ce que demande la publicité. Alors évidemment, la publicité dont je parle, c'est pas celle de mon voisin, mais c'était plutôt la publicité de grandes marques d'automobiles ou de luxe, etc. Donc cette problématique, évidemment, lorsque je me suis dit, est-ce que à mon tour, je vais créer quelque chose qui ressemble à un journal, est-ce que je fais rentrer la publicité? Ma réponse a été non, parce que je considère qu'à force de faire des journaux d'actionnaires, à force de faire des journaux d'annonceurs, on ne fait plus de journaux de lecteurs. Donc le pari a été effectivement de plaire à des lecteurs sans être dans une démarche de séduction. Donc c'est compliqué de plaire sans séduire. Et effectivement, notre credo, c'était de nous dire, il y a une attente. Alors c'est très compliqué de formuler l'attente des lecteurs. Les lecteurs ne savent pas ce qu'ils veulent, mais on peut essayer de deviner ce qu'on pourrait leur proposer pour qu'ils adhèrent. Donc, parce que si je pense on demandait à chacun d'entre vous ici quel journal vous voulez, je pense qu'à la fin, on ferait quelque chose qui ne serait pas nécessairement cohérent par rapport à ce qu'est un objet de presse, un journal. Alors, effectivement, nous, on s'est lancé sur la vente au numéro et sur l'abonnement. Et ce qui a été, je pense, une bénédiction, c'est que notre point d'équilibre étant à 30 000 exemplaires, aujourd'hui on est entre 25 et 28 000 exemplaires, donc on est tout près de l'équilibre, et avec plus de 11 500 abonnés au 1, donc des gens qui se sont fidélisés, qui l'ont découvert d'abord en kiosque. Le 1 est aussi disponible en librairie, donc on a voulu essayer de casser le système traditionnel où si vous êtes distribué en kiosque, vous n'êtes pas en librairie. Bien nous, on est dans les deux espaces parce qu'on a considéré que ce qu'on proposait, c'était du temps long de lecture, c'était du temps long de réflexion avec des écrivains, comme je le disais tout à l'heure. On est, je crois, le seul journal qui chaque semaine propose une poésie commentée en écho avec l'actualité. On a consacré 4 ou 5 numéros déjà aux migrants et on a publié par exemple des textes de Marguerite Yourcenar à Lampedusa. On a l'impression qu'elle les a écrits la semaine dernière. Donc pour nous, les grands textes littéraires sont des textes actuels, toujours. On a publié Camus, on a publié La Boétie sur le discours de la servitude volontaire, sur la servitude volontaire. Et tout d'un coup, le surgissement du passé, de textes du passé, de réflexions du passé deviennent purement actuels. Donc c'est ça le pari, c'est effectivement d'aller vraiment à la recherche de ce qui peut être les interrogations des lecteurs. Et de ce point de vue-là, pour faire le lien avec le débat juste avant, avec mes confrères sur la COP 21, il se trouve qu'en 2007, j'ai créé les pages Planète du Monde. Donc je sais effectivement ce que ça voulait dire, ce bras de fer que j'ai eu non pas avec une rédaction en tant que telle, mais avec des inerties. L'inertie, c'était qu'un grand journal de politique étrangère ne commençait ses pages et son journal que par la diplomatie et la guerre. Donc ça voulait dire que les questions de planète apparaissaient très secondaires. Ça ne pouvait pas faire la une des journaux, sauf quand il y avait une catastrophe. Et la pédagogie que j'ai essayé de faire avec mes équipes à l'époque, c'était de leur dire, mais si on crée des pages planètes, ça voudra dire que dans notre hiérarchie, on va considérer que ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Amérique du Sud ou partout dans le monde, qui est du ressort de tous et non pas d'un seul, c'est beaucoup plus important que la énième résolution qui ne sera pas appliquée des Nations Unies pour tel ou tel conflit. Et donc c'est vrai qu'à partir de là, on a pu pendant plusieurs années faire en sorte que ces pages planètes commencent le monde, commencent le journal. Et après, effectivement, après mon départ, ces pages ont été rétrogradées d'une certaine manière. On est revenu à la diplomatie et à la guerre et on a mis de temps en temps planète, et je le regrette à titre personnel. Mais pour nous au 1, lorsqu'on pense aux questions environnementales, ce n'est pas seulement pour la COP 21. Tout au long de l'année,
nous considérons qu'il y a des grandes ruptures anthropologiques que nous vivons, qu'elles soient dans la santé, qu'elles soient dans les transports, qu'elles soient dans la manière de se nourrir, etc. Eh bien, on les traite régulièrement. Donc, on a traité une fois le thème des abeilles en disant « nous sommes tous des abeilles » pour montrer en quoi le sort des abeilles était un sort pleinement, fondamentalement humain. On a traité du plastique serial killer des océans pour essayer d'expliquer comment les microparticules de plastique dans les océans, évidemment, eutrophisent et font en sorte que ce lieu marin est un lieu d'empoisonnement, à la fois dans la chaîne alimentaire des poissons jusqu'aux hommes. Et nous avons fait un numéro, alors là encore, toujours sans publicité, un hors-série qui s'appelle « Climat, il est temps d'agir ». Et justement, c'est un numéro qu'on n'a pas du tout mis en avant plus que d'autres, mais qui marche très bien. On est au-delà de l'équilibre qu'on voulait atteindre, mais tout simplement parce qu'on a fait le pari que des gens iraient lire du Pierre Rabhi, iraient lire Jean-Claude Amezen, mais aussi iraient lire Sénèque, iraient lire des textes très anciens de Sénèque formidables sur l'exploitation minière et montrer en quoi l'interaction de l'humain et de la planète, cette relation malade qu'on entretient avec la nature, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est très ancien. Et donc, encore une fois, donner des clés pour comprendre dans une approche à la fois journalistique, mais aussi de savoir, de transmission du savoir. Moi, je pense que ce qui est le plus dans notre modèle, pour finir de répondre à la question, c'est toujours un échange de transmission de savoir, faire en sorte que celui qui a lu peut se dire j'ai appris quelque chose. Vous savez, les Américains ont une formule pour dire quelque chose, pour définir le journalisme, ils disent tell me something I don't know. Dites-moi quelque chose que je ne connais pas. Eh bien, pour nous, à chaque fois, quand on finit un numéro, nous-mêmes avons appris beaucoup de choses, et donc on fait le pari que les lecteurs qui viendront vers nous aussi, à leur tour, apprendront quelque chose qu'ils voudront raconter ou à leurs enfants, ou les enfants raconteront à leurs parents, parce que c'est pas toujours dans le même sens. On a beaucoup d'étudiants et de lycéens qui sont des lecteurs du 1. Donc effectivement, de faire cet échange transgénérationnel, et les enfants n'ont pas seulement à nous apprendre sur ce qu'ils ont, sur les applications ou sur les nouveaux médias qu'ils maîtrisent. Donc on a avec le 1 un bel exemple d'un média qui est presque parvenu à son autonomie financière. La presse, majoritairement, encore aujourd'hui, fonctionne sur le modèle des annonceurs. Frédéric Toussaint, vous, au Crédit Coopératif, on vous voit en tant que soutien ou partenaire, enfin annonceur ou partenaire de on parlait de Terra Eco, de Oui Demain, de Socialterre, etc., toute cette presse alternative. Vous allez choisir, c'est un choix de votre part, de soutenir cette presse particulière. Alors oui, donc vous comprenez, après avoir écouté Eric Fotorino, que j'ai un grand regret en tant que directeur de la com, c'est de ne pas pouvoir passer d'annonce dans le 1, mais donc on va pouvoir faire Vous pouvez offrir le 1 à vos voilà. Sociétaires. Oui, il y aura d'autres solutions. Il y aura d'autres solutions. Je ne prends pas de commission. Et donc, effectivement, comme vous le rappeliez, Gilles, effectivement, donc le crédit coopératif, pour nous, quand on fait une campagne de publicité, effectivement, on fait un choix d'achat d'espace qui pour nous, justement, parce qu'on est cette banque particulière que j'ai décrite tout à l'heure, eh bien, va avoir deux inputs, en fait, pour ce choix d'achat d'espace. On doit toucher nos cibles prioritaires, que sont les personnes morales de l'économie sociale, que sont ces particuliers affinitaires qui viennent nous rejoindre parce qu'ils ont des valeurs, ils veulent une finance autrement. Donc on a ce choix, bien sûr, d'efficacité de la campagne rapportée à notre budget, mais effectivement, on a aussi le deuxième critère, qui est le choix de soutenir des presses qui portent nos valeurs. Et là, effectivement, vous avez cité donc Terra Eco qui est ici à la table, Socialterre, Up Magazine, Oui Demain, Kaizen, Alternative Économique qui est vraiment un ancien partenaire, mais aussi Habitat Naturel, Écolomac, Féminin Bio. Donc on a des titres dans lesquels on est volontairement, je dirais, par acte politique, et on a des titres qui s'imposent à nous parce que ce sont les titres que lisent tous nos clients. Mais donc c'est vraiment fondamental pour nous. Alors c'est vrai que quand on prend une campagne comme la COP21, donc là on était en fin d'année budgétaire, et même si on avait essayé on n'est quand même pas les mastodontes de la place, donc on est une petite banque par rapport aux grands mastodontes de la place, donc on n'a pas pu faire cette campagne massive d'achat d'espace que nous souhaitions et que nous aurions pu imaginer. En tout cas, on est présent au maximum, et dans l'année 2016 qui se profile, puisque là nos budgets sont arrêtés, dans l'année 2016 on a effectivement toute une ligne à la fois d'achat d'espace, et pour certains magazines avec lesquels on ne peut pas, on va sur carrément des partenariats. Merci à tous les 5 pour vos témoignages. On a beaucoup parlé, c'est à vous maintenant. Vous avez peut-être des questions, des compléments, des témoignages à apporter. Je vois une main qui se lève ici et là. S'il y a des micros dans la salle, ce serait... On a des micros devant nous. Vous avez des micros, oui. Moi, j'ai une question parce que
je pense que dans cette salle, vous avez des gens qui souvent vous connaissent déjà, qui sont un public important, hein, mais déjà un peu acquis. Et moi, ma question, c'est comment arriver à toucher aussi un public de gens qui n'ont pas envie de savoir, qui n'ont pas envie d'entendre parler de toutes ces problématiques, qui préfèrent la stratégie de l'autruche, souvent, et qui sont réfugiés peut-être dans des émissions un peu lavage de cerveau, comme on ne les citera pas, mais on les connaît certainement, et peut-être qui sont aussi victimes de certaines peurs plus ou moins conscientes. Donc comment les atteindre, ces personnes ? Je vais juste vous donner un exemple qui conforte ce que vous dites et qui pose encore plus grand le point d'interrogation. Je me souviens qu'on avait fait un numéro sur Ebola, symbole de toutes les peurs. Parce que vous vous souvenez, Ebola, même aux États-Unis, c'était la panique, alors que quand même c'était plutôt loin. Et c'est sûrement le numéro qui a le plus mal marché. Parce qu'effectivement, quand on annonce quelque chose d'anxiogène, à la fois de complexe, mais aussi qui fait peur, eh bien, on se retrouve quelquefois devant un public, même si c'est notre public, qui ne nous suit pas jusque-là, parce qu'il n'a pas envie de remuer tout ça. À l'inverse, lorsqu'on a fait des numéros sur le terrorisme et les racines du djihadisme, par exemple, c'est malheureusement d'actualité, là, on a réussi à vraiment toucher nos lecteurs parce que l'envie de comprendre était plus forte que la peur. Donc, pour vous répondre, j'ai le sentiment que c'est à nous, professionnels de l'information, de mettre en avant beaucoup plus des éléments de compréhension pour minorer ce qui fait peur, non pas pour le cacher, mais pour toujours trouver un process rationnel dans quelque chose qui, la peur, n'est pas rationnelle. Voilà. Vous avez évoqué les émissions de télé. Je crois qu'on parle des médias, mais vous avez bien vu que soit on est en train d'inventer d'autres modèles avec Place to Be, soit des médias qui se lisent, hein, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Donc c'est un type de média. Il y a quand même un sujet clé qui est le média de masse, qui est la télévision aujourd'hui, la façon dont il conçoit l'information et la façon dont elle est traitée. J'en ai fait pendant des années, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, c'est la racine. Enfin, pour moi, il y a deux racines du mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Le premier, c'est que c'est un média de la passivité absolue de celui qui le regarde. Et très honnêtement, et je vous dis ça en ayant passé 15 ans de ma vie à la télévision privée, c'est un mépris absolu de la personne qui regarde, celui qui méprise celui auquel il s'adresse. Et à partir de là, c'est construit d'une façon très particulière. Et il y a un vrai sujet. Les fameux débats qu'évoquait Walter sur le côté pour ou contre le changement climatique, ce que je dis tout le temps, c'est on peut être pour ou contre l'avortement, c'est des questions éthiques, on peut être pour ou contre le mariage pour tous. Je ne vois pas pourquoi on est pour ou contre le changement climatique, ça n'a aucun sens. Sauf que c'est la façon de le traiter parce que c'est vraiment ce type de médias. Donc comment les gens qui ne veulent pas savoir, je ne vois pas très bien comment on peut leur parler. Ils se disent, bon. En revanche, comment on travaille, 1, à former les journalistes, 2, à les renouveler. Il y a quand même des taux de présence, de présentation qui sont complètement colossaux. Donc quand depuis 20 ans, enfin 5, 10, 15, 20 ans, vous êtes l'anchorman du 20h de telle ou telle chaîne, que vous vivez dans une bulle, parce que la télévision aujourd'hui c'est une bulle, c'est quand même très compliqué. Donc il y a vraiment une question démocratique à repenser la façon dont on fait de l'information, et ça c'est de la responsabilité du journaliste. Je vous donne juste un exemple. J'ai vu un débat absolument scandaleux à iTélé il y a 3 semaines, un mois, entre 2 grenouilles de bénitier climato-sceptiques et Jean Jouzel et quelqu'un d'autre qui essayait de plaider la cause du climat. Donc je me suis adressée à la responsable RSE du groupe Vivendi en envoyant un courrier en disant le groupe Vivendi engage sa responsabilité quand il fait ça. Alors, je n'en ai pas de nouvelles à ce jour, je vous tiendrai au courant. Mais là où j'ai vraiment essayé de lui dire, il y a un problème de responsabilité des médias. La responsabilité des médias, c'est les contenus. Et donc, je ne sais pas jusqu'où on en arrivera là un jour ou un autre, mais il y a un vrai sujet dans la responsabilité des entreprises. Il y a aussi la question de la responsabilité juridique, sociale, etc. On peut imaginer qu'à terme, on est en train, dans le domaine financier, de devoir attaquer ceux qui n'auront pas fait les efforts nécessaires pour intégrer le changement climatique dans la gestion financière. On peut imaginer qu'à terme, il puisse y avoir des actions pour obliger un certain nombre de médias à faire leur boulot sur des questions aussi importantes. Alors pour pondérer, moi je travaille au quotidien avec les journalistes des grands médias, des médias de grande audience, et je vois, alors parfois c'est des individus, c'est des journalistes seuls au sein de leur rédaction, mais j'ai vu des gens à l'Express, à TF1, etc.
parvenir à médiatiser des sujets qui sont souvent des sujets qu'on retrouve surtout dans nos presses alternatives, entre guillemets. Et ce dont on s'aperçoit, on en parlait avec Walter hier, c'est que la presse alternative est un réservoir d'idées et de sujets pour les grands médias. Et nous, on le voit, il y a un effet mimétique dans les médias qui existe. On avait une page dans Version Fémina, une rubrique sur France 3, etc. On voit voilà, un sujet médiatisé dans un journal à un moment donné va s'essaimer dans 3, 4, 5 grandes rédactions. Donc là, il y a de la subversion positive ou constructive à faire. Les médias alternatifs peuvent aussi aider les médias classiques à aller plus loin. Pour aller dans ce sens, et pour être très positif pour le coup, j'ai eu le sentiment cette semaine, au sujet de la COP 21, je pense pour la première fois depuis longtemps, de voir beaucoup de profondeur, malgré tout, y compris dans des médias très mainstream, où on a cherché, on a creusé, et vraiment, on ne s'est pas gêné, quoi. On ne s'est pas demandé si ça allait plaire ou pas plaire, faire de l'audience ou pas. On s'est lâché. Alors peut-être parce que c'est aussi un événement parisien, et donc la proximité physique fait que les rédactions françaises sont davantage mobilisées. Je pense quand même qu'il y a dans toute une partie des rédactions plein de gens, et on faisait référence à la page Planète, et donc les gens qui l'animent, notamment au Monde ou à la rubrique sur le site, qui sont extrêmement compétents, visionnaires, et qui, avec acharnement, mettent ces sujets à l'agenda médiatique. Et finalement, c'est vrai que notre destin à nous, alternatif, c'est aussi de nous faire pomper nos idées, nos propositions, et c'est très bien. C'est la biodiversité de la presse, c'est l'écosystème dans lequel on vit, et finalement, c'est pour ça qu'on le fait. Moi, je me souviens à l'époque où je collaborais à Novétique, qui m'a mis les pieds à l'étrier sur ce sujet, c'était il y a déjà plus d'une dizaine d'années. On traitait beaucoup de la question des antirétroviraux et de l'accès aux antirétroviraux en Afrique du Sud, et en Afrique tout court d'ailleurs. Il y avait eu un monumental procès à Johannesburg, et c'était la lutte des faibles et des pauvres auxquels on interdisait à se soigner parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à des médicaments génériques sur une maladie aussi grave que le sida. Et des amis me disaient « mais ton métier ne sert à rien ». Sauf qu'au bout du bout, sur cette question, les labos ont perdu. Et je leur ai dit, c'est peut-être pas un journal en particulier, c'est peut-être pas, et c'est sûrement pas celui avec lequel je collabore tout seul, évidemment pas. Mais en plantant ces graines les uns les autres avec obstination, en allant chercher une certaine vérité, je suis d'accord avec Eric, il n'y a pas qu'une vérité, mais il y a des vérités, donc une certaine vérité, une certaine éthique, on a réussi à convaincre, bien au-delà de nous, bien au-delà de nos cercles d'initiés de convaincus, j'essaie de répondre à votre question, et finalement ça a pris, et finalement ce scandale est apparu dans toute sa splendeur, et ça n'était plus tenable pour les labos qui ont perdu, au moins sur ce terrain-là. Donc j'ai cet espoir que ce que nous faisons essaime en permanence, non seulement directement vers le public que vous êtes, mais aussi quand même vers nos confrères, qui sont pour certains assez caricaturaux, et c'est vrai dans cet entre-soi qui est délétère, mais pour d'autres qui gardent ce côté, cette capacité à s'enflammer, à s'intéresser, à découvrir, et à nous apprendre dans les dîners ou des choses, ou quand on s'en rencontre, nous apprendre avec une verve et une ferveur incroyable des choses qu'on sait depuis 10 ans. On a une question ici, madame, au milieu. Bonjour, alors moi j'ai une question qui s'adresse à vous tous. Je voulais savoir comment vous préparez l'après COP21, c'est-à-dire comment faire pour que le sujet ne tombe pas aux oubliettes, on sait que les grands médias nationaux ont tendance à s'emparer de certains sujets puis à s'en désintéresser très rapidement. Et puis plus particulièrement pour Anne-Sophie Novelle, est-ce que Place to Be a vocation à continuer et à être une fédération des différentes des blogueurs et sociétés civiles dans le long terme? Merci. Bah oui. En fait, Place to Be, ça a été lancé à l'occasion de la COP, mais on n'a pas l'intention de s'arrêter là. C'est porté par l'association que j'ai créée en 2008 qui s'appelle Écolo Info, et dont les statuts mentionnent que notre vocation est de faciliter l'accès à l'information de l'écologie et du développement durable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y croise des journalistes, comme je disais, comme Stéphane Paoli, qui arrive, comme Alan Rusbridger du Guardian, en fait,
en fin de carrière, avec une volonté de transmission, avec une véritable interrogation sur est-ce que j'ai assez traité de ces sujets-là, est-ce que j'étais assez claire dans l'explication de la complexité du monde et de cet enjeu majeur de civilisation. Donc du coup, il se régale tous les midis avec nous parce qu'il rencontre toute cette ébullition, cette effervescence d'initiatives aujourd'hui qui viennent de la base. Parce que le Best Place to Be, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était ça en fait. C'est de bas en haut, c'est les blogueurs, c'est les logiques ascendantes, c'était aussi le RERB et le Bourget, mais c'était aussi, il n'y a pas de plan B, quoi. Enfin, donc, c'est toute cette petite mention-là, ces petits clins d'œil. Donc, on rencontre des journalistes comme lui, on rencontre des jeunes étudiants, on rencontre des vieux militants, on rencontre des écoféministes, et tous sont ravis de se retrouver. Et je me demandais l'autre jour, je me suis dit, mais est-ce que ça fait ça quand on est dans un forum social? Peut-être c'est la même énergie qu'ils éprouvent. Et certains m'ont dit, non, pas du tout. Là, on sent qu'il y a une espèce de basculement avec un désir d'inventer quelque chose de nouveau. Et Stéphane me disait hier, en fait, moi je suis ravie, mais on ne va pas s'arrêter là. Donc lui, au-delà de son émission de radio, il a envie d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on a conçu notre site web. Et voilà, donc on est encore en train de se roder. On assume complètement qu'on n'est pas parfait, même sur l'émission du soir. On a mis 5 jours avec plein de bugs techniques à faire un truc qui aille bien. Donc on en a beaucoup rigolé. Mais l'idée, c'est d'en parler, en fait, comme si c'était naturel. On parlait tout à l'heure d'Eva Joly. Elle a eu cette formule assez intéressante un jour à dire aujourd'hui finalement il y a un désamour du politique et des médias et c'est comme dans un théâtre en fait avec sur scène tous les politiques qui vont de leurs petites phrases et de leurs petites bagarres intestines. Le premier rang est occupé par les journalistes et derrière tout le monde est parti de la salle et finalement ça rime à quoi? Voilà, on sait bien qu'on a les élections demain et je pense que ce jeu de miroir dans le changement de posture, aussi bien le problème politique, c'est une chose, mais il y a aussi le problème des médias. Et il y a une question aussi d'éducation des journalistes, en fait, parce que la complexité, ça demande du temps. Un regard transversal, il faut quand même beaucoup se cultiver. Donc je pense que c'est ce qu'on fait avec le 1, avec Eric, c'est ce qu'on fait dans les médias alternatifs. Mais un journaliste qui débarque sur ces sujets, comment est-ce qu'il peut faire le lien entre les réfugiés et la sécheresse en Syrie? Enfin, c'est aussi à un moment, voilà. Et je ne sais pas si dans les écoles de journalisme, la culture générale qu'on transmet est imprégnée de cette vision du monde. En tout cas, dans le changement de posture médiatique, je pense que certes, on doit être le reflet du temps présent et de la société dans laquelle on est, mais les médias qui sont souvent si prompts à aussi accuser la responsabilité des autres ou la non-responsabilité doivent aussi aujourd'hui, au-delà de leur problématique de modèle économique, peut-être se dire que leur avenir dépend aussi de leur capacité, dans un monde où tout le monde est information, à éclairer ce qui est en train d'arriver, à montrer les failles du mur dans lequel on est rentré et à peut-être donner de l'espoir à autre chose. Parce que changer, c'est pas facile. Souvent, on le voit par la négative et on croit qu'une démarche de résilience ne peut que nous enlever quelque chose. Alors qu'il y a une multitude d'initiatives qui sont en train de pousser et qui montrent qu'on peut aussi s'accommoder d'un monde plus responsable. Donc il ne faudrait peut-être pas réduire les questions climatiques au moment de la COP21 et se dire qu'après le 11 décembre, voilà, la question a été traitée. Donc comment on fait pour entretenir justement oui, dans mais le flot parce de l'info? que je pense que ça, c'est ce que disent tous les gens qui ont participé à plusieurs COP. Il y a quand même quelque chose de spécifique à celle-là, c'est que c'est justement, bon, la négo est super importante, mais de facto, et tout ce qu'on vient de dire, et ici, et à Place to Be, et même d'une certaine façon au Grand Palais, partout, il y a un sujet qui n'est pas du tout lié à la COP21, qui est lié au fait que c'est un moment pour parler du climat, de tout ce qui est en train de se faire, etc. Il y a un effet d'annonce, et ça c'est un enjeu de com', mais tous les gens qui ont annoncé des choses dans ce cadre-là, ils vont devoir délivrer derrière. C'est pas du tout de l'annonce, genre, alors c'est pas j'ai acheté un 4x3, c'est vraiment je suis en train de changer, et du coup on aura, ça je suis vraiment, enfin je à peu près certaine de ça, on n'aura pas l'effet Copenhague qui a été un effet terrible en termes de dépression, parce qu'on attendait un miracle qui n'a évidemment pas eu lieu. Mais là, c'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'effectivement, on a atteint un niveau de compréhension quand même assez important de ce qu'est le changement climatique, qui fait que du coup, des acteurs divers et variés à leur échelle l'intègrent, sont en train de changer, et que ce qu'on a comme livrable de la COP21, finalement, qui n'est pas du tout de la négociation onusienne, c'est qu'on ne peut pas continuer le même modèle économique. Et ça, c'est vraiment... Si, non, mais vous avez l'impression que ce n'est pas le cas.
Je vous jure que quand vous travaillez étroitement avec des acteurs financiers, des acteurs économiques, je vous donne un exemple très concret. Quand vous arrivez aujourd'hui dans une grande banque internationale en disant on va faire une stratégie de degrés, la personne qui me racontait dit je vais voir les gens qui travaillent vraiment sur les modèles financiers en leur disant voilà on va faire ça. Je pensais que j'allais me faire jeter et en disant je vais avoir 2 ans de boulot. On me dit ok d'accord on y va. Et pourquoi? Parce que en fait je comprends puisque les médias vous expliquent que rien ne change, que tout est horrible, qu'on va voter Front National, que tout est sclérosé, mais c'est pas vrai. Honnêtement, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'un acteur économique, c'est un acteur très concreto, pratico, ce que vous voulez. Donc, s'il a l'impression qu'effectivement, s'il a des éléments objectifs qui lui montrent que ça change, il va s'adapter. Ce n'est pas le cas d'un homme politique ou d'une femme politique. Et donc, c'est vrai que cette lecture politique pose effectivement un problème. Donc, on va continuer le boulot qu'on fait, nous, quotidien, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il s'arrête après la COP21. On a mis un focus pour essayer d'expliquer au maximum comment les choses se passent. Et pour boucler avec ce que dit Anne-Sophie, la question de la formation des journalistes est absolument clé. J'en suis une, j'ai fait une école de journalisme, et je pense que je n'ai jamais vu dans des rédactions la question de la formation continue. C'est-à-dire, les journalistes sont une population qui n'est pas formée. Alors, à notre échelle, à Novetic, notre première cible, c'est les journalistes. Je passe des heures et des heures et des heures et des heures à expliquer, à réexpliquer, à réexpliquer, parce que je considère que ma mission, c'est effectivement d'essayer d'enrichir leurs compétences. Et il y a un vrai sujet, parce que c'est une population qui s'estime forcément compétente parce qu'ils ont lu d'autres journaux. C'est pas forcément la meilleure des idées, et ça boucle surtout. Donc voilà une nouvelle mission pour nous tous, c'est d'aller prêcher, si j'ose dire, auprès de nos confrères, pour que ce journaliste de solution, ce journaliste complexe, de la complexité, puisse devenir dominant, si j'ose dire. Il nous reste 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Frédéric, vous vouliez... 30 secondes pour encore une petite note d'optimisme, pour dire aussi que je rejoins donc, ce que vient de dire Anne-Catherine et tout ce qu'elle avait dit tout à l'heure sur le fait que les acteurs financiers, qu'ils soient dans une démarche volontaire comme le crédit coopératif, qu'ils soient dans une démarche qui va s'imposer à eux par les indices de notation, par la pression médiatique, tous les acteurs sont aujourd'hui dans une sorte de conscience qui fait qu'on va forcément progresser. Alors aujourd'hui, effectivement, peut-être que la COP21 à midi, paraît-il, on n'était que à 3 degrés, alors qu'il fallait être à 2 degrés à midi, mais bon, Laurent Fabius doit être en train de travailler cet après-midi. Pour faire baisser la température. En tout cas, tous les acteurs aujourd'hui sont engagés, et je peux vous dire effectivement qu'une banque est au cœur de cela, puisque c'est elle qui finance. Elle finance ce qui est fossile ou non fossile, elle finance ce qui est évolutif ou pas. Et donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on peut être optimiste sur l'ensemble de la prise de conscience. Et même si on ne va pas assez vite, on est déjà quand même vraiment en marche. Voilà, donc le mot de la fin. Pour Noël, vous pouvez offrir des abonnements aussi à Terra Eco, O1, à Novetic. Ça tombe bien, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Voilà. Allez sur le blog d'Anne-Sophie où c'est aussi une source gratuite. Vous pouvez passer Et 5 puis, rue de Dunkerque voilà. le soir. Et puis, je vous invite à retrouver les livres de nos participants ici. Eric Fotorino en Afrique, qui raconte justement une partie de sa carrière de journaliste dans ce pays où il a été confronté à des peurs et des espoirs. L'Afrique est un continent. Oui, pardon, le continent. Nos voix d'espérance, avec notamment Anne-Sophie, Novelle. Et, oui, désolé, on en fera un autre débat. Et je prêche mon paroisse, I Have a Dream, un nouveau monde se dessine, un livre porteur d'espoir et Cartooning for Peace. Voilà, merci à tous, à très bientôt.